Je te fais passer bien ça. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter le fruit de mon travail depuis 1 an maintenant pour mon mémoire, qui a pour thème l'enfance et le titre « À travers les yeux d'un enfant ». Donc avant de commencer, j'aimerais introduire en vous racontant pourquoi j'ai choisi ce thème. Et bien tout simplement parce que j'ai toujours aimé le regard que pouvait avoir un enfant, ses paroles, le fait que quand il nous dit quelque chose, parfois ça nous fait sourire ou parfois ça peut nous mettre un peu mal à l'aise. Mais c'est justement ce regard-là que j'affectionne particulièrement. C'est un regard qui arrive à pointer du doigt les problèmes de société que nous, adultes, n'arrivons plus à voir. D'autant plus, aujourd'hui, en 2026, ce regard prend une dimension encore plus importante quand on sait que beaucoup d'enfants subissent la guerre. Dans ce mémoire, on va donc donner une voix à ces enfants. En problématique, j'ai en quoi le design numérique permet-il de mettre en lumière, à travers le regard d'un enfant, les hauts et les bas du monde des adultes. Donc, dans mon chapitre 1, j'introduis en racontant que l'enfant a un regard naïf, mais moi je vais vous prouver qu'il peut avoir un regard plus lucide qu'on ne le pense. Par exemple avec ma référence clé numéro 1, les cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Dans cette bande dessinée, Riyad va retranscrire les paroles de la fille d'un de ses amis et il va faire une critique de la société, à la fois avec un ton léger ou parfois un peu plus dur, mais surtout avec beaucoup d'humour. Et c'est ce qui fait la beauté de cette BD. On le voit avec, par exemple, dans le tome 3, la page « Moi présidente », où Esther raconte que si elle devenait présidente, elle n'aurait que des femmes à son bureau. Ensuite, j'aimerais vous faire comprendre que aussi les enfants comprennent bien plus de choses qu'on ne le pense, notamment des thèmes plus durs. Des thèmes comme l'abandon, le deuil, la violence. On le voit avec des œuvres comme le film Ma vie de Courgette de Claude Barras, où Courgette, ce petit garçon, va malheureusement par accident tuer sa maman, qui est alcoolique, et va se retrouver dans un orphelinat. On le voit aussi avec le jeu vidéo Among the Sleep, où ici on incarne un bambin et on ressent toutes les peurs qu'il peut avoir du haut de son petit âge. Passons maintenant au chapitre 2, comment l'enfant traite-t-il l'histoire, comment il comprend notre monde. Donc, d'abord, j'aimerais dire que l'imaginaire joue un grand rôle dans notre enfance. Ça a été un moyen parfois de s'échapper du quotidien, d'aider l'enfant à comprendre notre monde. On le voit avec le film Jojo Rabbit de Taika Waititi, où on suit Johannes Betzler, un enfant qui a comme meilleur ami Adolf Hitler. Ça paraît un peu surprenant, mais cet Adolf va réussir à le motiver, lui convaincre que c'est un bon petit soldat, et il va parvenir à vaincre ses peurs. Alors je vous rassure, à la fin du film, il arrive à se détacher de cet ami imaginaire pour se forger ses propres idées et lâcher toute la propagande nazie. L'imaginaire aussi également aujourd'hui, de façon plus moderne et numérique, on le retrouve dans des jeux vidéo comme Minecraft. Ici, l'enfant va pouvoir créer son propre monde, exprimer toute la créativité qu'il veut et forger vraiment son propre univers. Alors évidemment, attention à ne pas passer trop de temps sur ce jeu vidéo par peur de se déconnecter de notre propre réalité. Se mettre aussi dans la peau d'un enfant, c'est se mettre à son échelle. C'est ce qu'on voit avec ma référence clé numéro 2 qui est l'Egocentric Small Person Experience créée par Jun Nishida. Ici, grâce à un casque VR et une caméra stéréo, les adultes peuvent se mettre à l'échelle d'un enfant. Certains relatent s'être ressentis intimidés parce que oui, notre monde est conçu pour les adultes. Atteindre un interrupteur peut devenir un vrai défi pour un enfant. Alors évidemment, ce dispositif a ses limites. Il ne prend pas en compte tous les sens qui sont encore en développement chez l'enfant, notamment la notion de danger. Quand on est adulte, on sait qu'on ne va pas mettre la main sur le four quand il est brûlant ou grapper contre une étagère fragile. L'enfant, lui, ne le sait pas encore, il doit encore apprendre. Passons maintenant au chapitre 3, comment raconter l'histoire. Donc, pour raconter une histoire, il y a 1001 façons de le faire, mais je pense que petit, on a tous déjà eu un journal intime. On le voit notamment avec Anne Frank qui, grâce à son carnet, pouvait vider son sac et s'échapper mentalement, même quand physiquement elle ne le pouvait pas. Aujourd'hui, on a des manières un peu plus modernes de raconter ces histoires, notamment sur nos écrans, sur Internet et sur les réseaux sociaux. On le voit de plus en plus avec des chaînes YouTube comme Studio Bubble Tea. Ici, le papa de ces deux filles les met en scène dans des vlogs, dans des ouvertures de jouets, dégustations.
Alors ici, le bémol est qu'on a quelque chose qui est moins authentique, et la question qu'on pourrait se poser, c'est a-t-on vraiment besoin de raconter sa vie à des milliers de personnes? Raconter une histoire tout seul, c'est bien, mais plusieurs, c'est mieux. Donc c'est ce qui est arrivé avec ma référence clé numéro 3, le workshop Tornado. Donc pour vous remettre dans le contexte, en 2018, il y a eu une violente tornade près d'Ottawa au Canada qui a détruit de nombreuses maisons et traumatisé de nombreuses familles, dont de nombreux enfants. C'est là que Eddie Terky est arrivé et est intervenu dans une école pour permettre aux enfants de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu et essayer d'entre guillemets guérir de leur traumatisme. Pour ça, ils ont essayé de représenter cette tornade, notamment avec des outils divers, comme des gros plumeaux, des serpillières, avoir des outils qui créent l'accident, parce qu'une tornade, ça prévient jamais. Donc pareil pour les outils, avoir quelque chose de pas détaillé, de pas défini. Ce qui a donné la phrase « tornade, plus de panique, plus de cris », une phrase symbolique qui leur a permis de guérir tous ensemble. Passons maintenant à mes pistes de projet. Donc, comme première piste, j'ai la bienvenue en classe. Donc, dans mon premier chapitre, j'aborde malheureusement le fait que plus de 50 000 enfants ont été tués ou blessés à Gaza. Et pour ceux qui ont réussi à survivre, maintenant, il faut tout recommencer dans un autre pays. Apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, se faire de nouveaux amis, quelque chose de très difficile pour eux. Alors ici, je m'adresse aux enfants du cycle 2, du CP au CE2, et comment accueillir ces enfants au mieux pour leur apprendre le français, se faire des amis. Comme partenaire, j'ai l'Éducation nationale et le CADA de QC. Dans ma première expérimentation, je me concentre sur la typographie du mot bonjour, aussi bien en arabe qu'en français. Évidemment, ça peut se décliner dans d'autres langues. Ici, je me concentre sur comment bien orthographier le mot et surtout comment séparer les syllabes. Par exemple, ici, je m'y intéresse en séparant les couleurs ou en travaillant par exemple la texture, parce que le toucher est également très important chez les enfants. Ensuite, j'ai testé une expérimentation sonore où grâce à des buzzers, on apprend aux enfants à bien prononcer des mots, connaître leur provenance et surtout quand est-ce qu'on doit les utiliser. Je vous fais écouter un extrait. Pour dire bonjour en arabe, on dit sabah al-khair, qui signifie bon matin. On le dit toujours avant midi. Si ça vous intéresse, je pourrais revenir dessus plus tard. Et ensuite, une expérimentation sur des pictogrammes, parce que c'est ce qui est aussi le plus simple pour les enfants pour communiquer. En fait, ici, j'ai créé plusieurs visuels que les enfants sont censés assembler. Le but est pour eux qu'ils jouent avec et qu'ils puissent les manipuler au mieux pour s'exprimer avec leurs amis. Ça marche aussi bien sur l'enfant réfugié que sur l'enfant français qui veut discuter avec lui. Ensuite, ma piste 2, raconte-moi ton histoire. Ici, je ne m'adresse plus à l'enfant réfugié, mais vraiment à la classe qui vient le recevoir. Comment développer l'empathie? Comment faire comprendre à ces enfants que cette personne réfugiée a vécu des choses terribles sans pour autant les choquer? Alors ici, je m'adresse quand même à des élèves un peu plus vieux, du CM1 à la 6e, et comme partenaire, l'Éducation nationale et la CIMAD. Donc comme expérimentation graphique, je me suis basée sur des paysages de chaos à Gaza et j'ai essayé de raconter ce qui s'était passé avant. Donc on commence avec des anciennes architectures, essayer de raconter un petit peu ce qu'il y avait avant, montrer les différentes explosions avec des outils que les enfants connaissent, notamment du fil, de la pâte à modeler, et puis raconter des témoignages évidemment, comme pour ce petit garçon qui a malheureusement perdu ses 2 bras pendant un bombardement. Ensuite, j'ai testé une expérimentation didactique. Alors j'ai essayé d'expliquer simplement aux enfants l'origine de la guerre israélo-palestinienne. Simplement, c'était pas une mince affaire, mais ici je me concentrais vraiment sur l'aspect historique, notamment avec la fondation du sionisme par Theodor Herzl. Ici je me concentrais vraiment sur comment représenter ce personnage pour attirer l'œil de l'enfant, notamment avec des styles géométriques ou naïfs. Ensuite, j'ai une expérimentation narrative où je me suis basée sur le témoignage d'un enfant, donc la phrase « on ne peut plus vivre ici », et j'ai essayé de la représenter sous forme d'animation, sous forme différente. Alors ici avec des dessins enfantins
ou ici avec cette sorte de boule de chaos qui vient envahir notre page, comme ce qui pourrait se passer là-bas avec la guerre. Passons maintenant à ma piste 3, le guide de l'éducation numérique. Ici, on change totalement le contexte. Dans mon chapitre 3, j'ai souligné le fait que les parents exposaient de plus en plus tôt leurs enfants sur Internet et les nombreux dangers que ça pouvait occasionner. Donc ici, ma cible est donc les parents et en partenaire, j'ai l'association Open et en partenaire expert, Anne-Lise Debat. Alors Anne-Lise Debat, c'est une femme qui a été malheureusement harcelée tout le long de son collège. Je vous ferai écouter son témoignage par la suite. Donc comme première expérimentation, j'ai une expérimentation avec de l'IA. Je me suis amusée à prendre une photo de moi petite que j'ai fait grandir. Alors heureusement, l'IA n'est pas encore assez pointue pour reproduire mon visage avec exactitude. Mais ici, ce que je voulais vraiment montrer, c'était à quel point, avec une seule photo, on peut absolument faire ce qu'on veut. Notamment des fausses cartes d'identité, des faux messages et même malheureusement un screenshot d'une page pédopornographique, d'un site pédopornographique. Ici, le but est de choquer les parents et de les raisonner sur toutes les images qu'ils peuvent poster sur leurs enfants. Ensuite, j'ai une expérimentation de data visualisation. Ici, je me glisse dans la peau d'un hater. J'ai stalké une maman sur Instagram et j'ai essayé de récolter le plus d'informations possible sur cette jeune maman. Mon but est de montrer en fait qu'on peut trouver beaucoup de choses et la preuve, j'ai réussi à trouver l'hôpital dans lequel elle a accouché, la mairie dans laquelle elle s'est mariée et beaucoup de photos de son enfant qui est dénudé parfois ou en pleurs. Si j'avais eu un peu plus de temps, je pense que j'aurais même pu retrouver son adresse. Avant de passer à ma dernière expérimentation, j'aimerais vous faire écouter ce témoignage poignant. Un garçon est sorti du groupe et m'a renversé entièrement sur moi, de la tête aux pieds, un bidon d'essence. Il s'amusait avec son reggae, sa flamme allumée devant moi, tout en étant encouragé par ses copains qui lui disaient brûle là, qui l'encourageaient comme ça. Ils veulent te tuer, ils vont le faire. Donc ce témoignage, c'est l'un des plus poignants que j'ai pu regarder sur Internet et j'ai essayé de le retranscrire à travers des animations, notamment ses émotions, tout son stress à travers ce témoignage, donc sous des formes abstraites ou très bien sous la forme d'un dessin d'elle petite, J'avais 13 ans. Où elle raconte son vécu. Maintenant, j'aimerais passer à la conclusion. Donc, pour terminer, pour répondre à ma problématique, j'aimerais dire que le numérique devient alors un vrai pont entre l'enfant et l'adulte, un moyen pour l'enfant de mieux comprendre notre monde, de mieux l'appréhender, et pour l'adulte de se remettre en question sur le monde qu'il transmet à nos enfants. Et comme piste préférée, je dirais que c'est la première, Bienvenue en classe, parce que c'est un sujet actuel dont on ne parle pas assez, l'accueil des enfants dans des classes, notamment du PE2A, où ils sont en fait dans des classes avec des Français et sont livrés comme ça. Et je trouve que c'est une piste qui pourrait être très enrichissante à développer, et notamment moi je m'intéresse beaucoup aux liens humains, donc j'aimerais bien me pencher là-dessus. Merci pour votre écoute.